l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Relever les défis de l'éducation est un réel pari pour le nouveau ministre nommé le 20 juillet dernier. Gabriel Attal est l'un des acteurs phares de cette rentrée. Mais quelle marge de manœuvre a-t-il et comment sont reçues ces premières mesures? On en parle dans un instant avec nos invités. L'apprentissage des maths peut se faire sans douleur et même avec plaisir. C'est la solution proposée par les maths, même pas mal. Et c'est le bon point du jour. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Ouattara fera un tour du monde des vacances, mais aussi des rentrées scolaires. Guillaume, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. 12 millions d'élèves ont donc repris hier le chemin de l'école. Une rentrée marquée par la mise en place de l'interdiction de l'abaya, ce vêtement qualifié de religieux par l'exécutif. Et ce matin, le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, dressait le bilan de la mise en vigueur de cette interdiction. Oui, Gabriel Attal était l'invité de RMC BFM TV ce matin et le ministre est donc revenu sur cette interdiction. Il est d'abord revenu sur sa priorité, le dialogue. Et il a expliqué qu'il fallait être dans une explication de la règle pour celles et ceux qui ne l'auraient pas forcément comprise et se seraient présentés à l'école vêtus d'une abaya. Le ministre de l'Éducation nationale a également dressé un bilan chiffré de l'abaya hier à la rentrée. Je vous propose de l'écouter au micro d'Apolline de Malherbe. Alors, il y a un certain nombre de personnes, de jeunes filles qui se sont présentées en disant « Moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya. » Ça s'est présenté beaucoup. Et puis ensuite, il y a des jeunes filles qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire. Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes. Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue. Et une très grande majorité se sont conformés à la règle. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer. On notera qu'un rapide calcul permet de dire que si 298 élèves sont venus en abaya, ça veut dire que ça ne représente que 0,005% des élèves qui ont fait leur rentrée hier. À noter également que le ministre a indiqué qu'un courrier signé avait été remis aux familles des quelques 67 élèves qui n'ont pas préféré retourner en cours et qui sont rentrés chez elles. Et dans ce cadre, une polémique a enflé sur les réseaux sociaux, évidemment, accusant un lycée d'avoir fait venir la police pour contrôler les abayas à l'entrée de l'école. Oui, tout est parti d'un tweet que je vous propose de découvrir, dans lequel on peut lire: au lycée Mistral à Avignon, la police présente devant le lycée pour s'assurer de l'interdiction des abayas. C'est ça la politique islamophobe, je cite toujours, du gouvernement. Des flics qui contrôlent des jeunes filles pour ce qu'elles portent. À l'image, donc, on peut voir des fonctionnaires de police présents devant un lycée. C'est une image qui est véridique, c'est pas un montage. Et cette image a été largement diffusée, reprise par des politiques de gauche, notamment le député David Guiraud, ou même Sandrine Rousseau, qui s'est fendue d'un tweet pour dénoncer cette supposée intervention des forces de police face à l'abaya. Mais Guillaume, en fait, l'image n'a rien à voir avec l'abaya. Non, rien du tout. Et la préfecture a très vite remis les choses au clair. Comme chaque année, le jour de la rentrée scolaire, des forces de l'ordre sont déployées au sein de chaque établissement scolaire afin de contribuer au bon déroulement de la rentrée. Voilà ce que précise la préfecture de Vaucluse au micro de France Bleu, contacté par Marianne. Le rectorat explique qu'en fait, il n'y a eu aucune demande du lycée Mistral d'une présence policière et que celle-ci n'avait aucun rapport avec l'abaya. La police du Vaucluse a d'ailleurs précisé qu'en fait, la patrouille est venue, mais dans plusieurs établissements, à Carpentras, Orange, Cavaillon et donc à Avignon. C'est une procédure normale pour vérifier que tout se passe bien à la rentrée, pour montrer aussi que les forces de l'ordre sont du côté des élèves, de leurs familles et des enseignants. Pour évoquer tous les sujets de la rentrée, et pas que celui de l'abaya, Emmanuel Macron a choisi YouTube et le créateur de contenu Hugo Décrypte pour donner une interview. Oui, c'est un choix qui peut paraître un petit peu à contre-courant, mais ça se comprend puisque le président de la République avait envie de parler aux jeunes, des sujets qui les concernent, et rien de mieux que la plateforme YouTube pour cela. Au programme donc, abaya, il est revenu dessus, on va le voir avec un propos qui a été vécu comme un dérapage par certains, sport à l'école, rémunération des enseignants. Il avait envie de revenir sur beaucoup de sujets qui lui tiennent à cœur.
Premier sujet du moment, l'abaya. Le président de la République qui a suscité donc une polémique. Oui, il a d'abord rappelé que l'interdiction de l'abaya allait dans le sens d'une école gratuite, laïque et obligatoire. C'est une des premières fois qu'on l'entendait parler de ce sujet. Il a précisé en fait que finalement à l'école, on ne veut pas savoir d'où viennent les enfants, ce qu'ils pensent, c'est un élément de justice parce que ce sont des républicains et des citoyens conformes. Donc la laïcité au centre de tout. Mais c'est la deuxième partie de son message qui pose problème aux yeux de certains observateurs, puisqu'il a expliqué que cette mise en garde, puisqu'il a mis en garde plutôt contre des gens qui viennent défier la République et la laïcité, et il a eu cette phrase: on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu d'attaque terroriste et l'assassinat de Samuel Paty dans notre pays. Ce qui a posé problème à certains, c'est une forme d'amalgame entre l'abaya et le décès, l'assassinat même de Samuel Paty. Ben oui, évidemment. Le président de la République qui a également détaillé d'autres mesures pour la jeunesse de son quinquennat. Oui, puisque l'abaya n'était pas au centre de cette interview, d'autres thématiques ont été abordées. D'abord, l'implémentation de l'uniforme scolaire. Ça a été évoqué par Gabriel Attal il y a quelques semaines et le président de la République se dit favorable à des tests à l'échelle locale pour l'uniforme scolaire. Autre sujet, celui des vacances scolaires. Il avait déjà eu une petite phrase, il est revenu dessus. Il souhaite écourter les vacances, notamment pour les vacances d'été, pour les jeunes défavorisés, pour permettre plus d'égalité scolaire. Une autre nouvelle qui n'a rien à voir avec l'école, quoique, en tout cas qui risque de faire plaisir aux baroudeurs, c'est sa volonté de mettre en place un pass dans les transports, un peu à la manière du pass rail qu'on a pu voir récemment en Allemagne, pour pouvoir voyager en illimité. En Allemagne, on paye 49 €, on a accès à beaucoup de transports. C'est une nouvelle qui fait plaisir. Et puis, deux autres nouvelles, un peu plus drôles, en tout cas qui ont suscité plusieurs réactions. Les arbres, Emmanuel Macron souhaite que chaque élève de 6e plante un arbre. Voilà, une mesure pour redrainer un petit peu de biodiversité. Puis plus de sport à l'école, c'est l'autre volonté du président de la République. On termine cette édition avec cette tribune signée par une dizaine d'intellectuels français pour redonner ces lettres de noblesse à la lecture. Elisabeth Badinter, Isabelle Carré ou encore Jamel Debbouze sont entre autres à l'origine de cette tribune qui veut redonner à l'écrit ces lettres de noblesse. Tribune publiée ce matin dans le journal Le Monde. L'idée n'est pas un retour de la dictée pour tous, comme certains souhaiteraient, mais une remise au cœur de l'écrit. Voilà ce qui est dit dans cette tribune. Nous ne parlons pas ici de l'orthographe. Son niveau catastrophique n'est que la partie émergée de l'iceberg, et une dictée courte par jour comme le préconisait votre prédécesseur, donc Pap Ndiaye, pour redresser le niveau de français n'y changera rien. L'expression écrite n'est pas suffisamment valorisée dans le primaire, le lieu où s'insufflent les fondamentaux, où éclot l'envie. En fait, le collectif met en avant deux choses. D'une part, le travail difficile des enseignants, d'autre part, les programmes et le nombre d'élèves par classe, et il veut faire en sorte que l'écrit, la lecture, les apprentissages fondamentaux soient remis au centre du projet du ministre de l'Éducation nationale. Reste à voir si cette volonté restera lettre morte. Ça fait partie, en tout cas, des annonces du président de la République et du ministre, effectivement, de travailler sur les savoirs fondamentaux, entre autres. Merci beaucoup, Guillaume. Il est jeune, il a 34 ans, il est parisien, il a fait ses classes à l'école alsacienne à Paris, dans le 6e arrondissement. Il est formé au mouvement des jeunes socialistes avant de devenir un fidèle du président de la République. Gabriel Attal ne cesse de faire parler de lui en cette rentrée. Mais alors, quelle stratégie adopter quand on est à la tête d'un ministère si scruté, et comment, justement, les acteurs de l'éducation reçoivent ces premières mesures? Eh bien, on en parle ensemble avec nos invités. C'est la question du jour. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Guylaine David. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes co-secrétaire général et porte-parole de la FSU SNUIP. Et face à vous, Philippe Moreau-Chevrolet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Professeur de communication politique à Sciences Po, consultant en communication et également auteur. On va parler de la figure de Gabriel Attal, du nouveau ministre de l'Éducation. Enfin, je dis nouveau, maintenant ça y est, ça fait quelques semaines maintenant qu'il a été nommé. Emmanuel Macron a annoncé donc de nouvelles mesures dans Le Point. Il a été également hier chez Hugo Décrypte. Le président de la République donc dit vouloir faire de l'éducation, je cite, son domaine réservé. Est-ce que, selon vous, Philippe Moreau-Chevrolet, il y a court-circuit entre le président de la République et la nouvelle nomination du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal? Non, il y a une forme de continuité et d'alignement. Au contraire, c'est que Gabriel Attal est destiné à appliquer cette politique qui, aujourd'hui, on le sait, c'est officiel et c'est nouveau,
est décidé à l'Élysée. Ça fait plusieurs années qu'on pensait que c'était le domaine réservé du président et de la Première Dame. Là, c'est officiellement, ça a été déclaré comme ça, le domaine réservé. Le président l'a expliqué, l'a reconnu. Donc cet été, ce qui s'est passé d'extrêmement important, c'est la prise de pouvoir de l'Élysée en direct sur le domaine de l'éducation. Ce qui est drôle, c'est que vous dites vous-même que ce n'est même plus le domaine du ministre de l'Éducation, en fait, le ministre dès le départ. départ. Alors aujourd'hui, sous Emmanuel Macron, les ministres sont devenus des porte-parole, à l'exception d'un ou deux comme Darmanin qui ont une sorte d'ampleur politique, si on veut dire ça comme ça. Ce sont essentiellement des porte-parole. Gabriel Attal est un peu plus qu'un porte-parole. C'est une sorte de Frédéric Lefebvre à l'époque de Sarkozy. C'est plus un porte-flingue, si on veut, un porte-voix, voilà, si on veut être plus élégant. C'est quelqu'un qui va aller sans aucun état d'âme faire ce qu'on lui demande et d'une façon extrêmement efficace. Ce qui est l'abaya, par exemple, qui a codifié tout le début de la rentrée, c'est vraiment efficace. C'est-à-dire qu'il a posé le mot abaya, à partir de là, tout le débat public a tourné autour de l'abaya. Maintenant qu'on a un peu de recul, on se rend compte que ça concerne, comme il l'a expliqué lui-même, 300 personnes en France sur 12 millions d'élèves, mais ça a occupé tout le débat pendant 2 semaines et c'est ce que l'Élysée souhaitait pour pouvoir prendre la main sur le secteur, éviter qu'il y ait des débats sur les professeurs, etc., éviter au fond que la rentrée scolaire se passe sous une mauvaise étoile. Et là, c'était une étoile qui contrôlait. Mais puisque vous en parlez justement de l'abaya, c'était assez étonnant parce que les mesures ont été annoncées par le président de la République, effectivement, et la seule mesure finalement annoncée par Gabriel Attal a été l'abaya. Oui, c'était calibré comme ça. C'est que le président ne pouvait pas se saisir du sujet de l'abaya en direct parce que c'est un tout petit peu... On touche aux franges de l'extrême droite, pour être très clair. C'est un tout petit peu... Délicat pour le président. Voilà, c'est délicat pour le président d'utiliser ça en direct. Donc on confie ça à Gabriel Attal, qui est très efficace médiatiquement. Donc lui, il balance cette bombe qui va en quelque sorte fragmenter dans tout le champ politique. Et les filles, avec très peu de sens politique, va embrayer derrière et offrir sur un plateau une communication à l'exécutif. Parce que c'est beaucoup LFI, la France Insoumise, qui par ses réactions a contribué à en faire un abcès de fixation du débat public. Du coup, on ne parle pas des postes de professeurs qui manquent, et qui manquent toujours. On ne parle pas des conditions sanitaires à l'école avec la reprise du Covid. On ne parle pas... de l'inclusion, on ne parle pas des bâtiments scolaires à rénover. On ne parle pas de tout un tas de sujets. Moi, j'imagine que les syndicats doivent être assez en fureur. Et les profs aussi, quoi. Parce que franchement, on leur a confisqué la rentrée scolaire. Justement, voilà. Parlons avec Guylaine David qui est avec nous. Guylaine, ravie donc de vous retrouver. Je rappelle, vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole de la FSU-SNUP. Est-ce que pour vous, Gabriel Attal est un ministre sous tutelle ? Une expression. Oui, bien évidemment, je partage tout à fait ce que dit Philippe Moreau-Chevralès. C'est vrai, on est vraiment dans cette confiscation pour le ministre. On a de toute façon depuis Jean-Michel Blanquer la ligne politique d'Emmanuel Macron qui est donnée. Jean-Michel Blanquer était très fort aussi pour mettre en place, mais c'est vrai qu'à l'époque on ne parlait pas du domaine réservé du président et ça passait en fait par Jean-Michel Blanquer. Après, on a bien vu l'année dernière avec Pap Ndiaye que le débat était déjà, tout était fait à l'Élysée. Nous, en concertation avec, quand on est en réunion avec le cabinet, notamment sur les questions salariales, sur la question du pacte, à certains moments, on nous dit il faut qu'on retourne auprès de l'Élysée pour savoir si on est dans la bonne ligne, si on doit avancer dans ce sens-là. Donc il y avait toujours cet état d'esprit d'avoir l'Élysée derrière. Donc on sait qu'il y a un président très présent sur les questions d'éducation. Maintenant, c'est vrai que c'est clair, c'est-à-dire que c'est affirmé, et il a voulu l'affirmer en mettant aussi Gabriel Attal en tant que ministre. On a effectivement un ministre qui est très fort en communication. On l'a vu lors de sa conférence de presse, il connaît les sujets, c'est un homme de dossier, il connaît les sujets de l'éducation et bien évidemment, il a confisqué la rentrée scolaire. Sur ces questions d'abaya, il y a eu la question de d'abaya hier et puis il y a eu aussi la question de l'uniforme. Je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Elisabeth Borne et puis Gabriel Attal dans cette école d'Ille-et-Vilaine que je connais très bien par ailleurs, où en fait il est dans une petite commune rurale, une école sans difficulté majeure, et les premières questions qu'on lui pose c'est la question de l'abaya, qui n'est pas du tout un sujet de discussion dans ce département, et la question de l'uniforme et de la question de la mixité sociale. Donc on a complètement détourné le débat. Moi, c'est la première fois qu'en tant que porte-parole d'un syndicat du premier degré, par exemple, j'ai eu des journalistes qui m'ont interrogé sur le phénomène de l'abaya. On n'est pas concerné, nous, dans le premier degré, on n'a aucune école qui est concernée, mais on voit bien que ça a tourné autour de ça hier, et
on a complètement... Ça a été l'écran de fumée. Et derrière, il y a une réalité dans nos classes qui n'est pas du tout montrée. Il y a la question des profs, il y a la question de l'attractivité du métier, le manque de profs, les effectifs qui sont encore chargés dans beaucoup de classes parce qu'on n'est pas dans la moyenne européenne, on est bien au-delà. Enfin, il y a toute la réalité du travail des enseignants qui est niée par cette communication. Bien sûr, on a fait des centaines d'émissions sur beaucoup de sujets, effectivement, qui sont tout autres et qui sont des vrais problèmes qui concernent l'éducation. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir parler justement de cette nouvelle nomination du ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, et de savoir comment il est perçu à la fois par les syndicats, à la fois par le monde politique, le monde de l'éducation, et aussi par tout simplement les citoyens, les parents et les enfants. Je reviens sur ce que vous disiez, parce que c'est vrai que ça rappelle la phrase de Jacques Chirac, je décide, il exécute. Quelle est la marge réelle de manœuvre de Gabriel Attal? Est-ce que clairement, il peut avoir une vraie marge de manœuvre ou est-ce qu'il va être entre guillemets, un pantin de l'exécutif? Alors, c'est pas un pantin, Gabriel Attal. En revanche, c'est un vrai politique. Il est là pour faire une carrière politique. Il est aussi là, là où il peut avoir de la marge de manœuvre, c'est qu'il est aussi là pour être un peu marquer Gérald Darmanin en permanence sur le terrain, un peu comme au foot. Il y a un footballeur qui marque un autre footballeur qui l'empêche d'évoluer. Il est un petit peu là aussi pour empêcher Darmanin de faire l'agenda médiatique. Il l'a très bien réussi parce que, souvenez-vous, quand il prononce le mot abaya, c'est le même soir où Gérald Darmanin fait sa rentrée politique le 27 août avec par ailleurs Elisabeth Borne, etc. Donc il est là aussi, Gabriel Attal, pour être un jeune, dynamique, fort, très bon médiatiquement, pour faire en sorte que Gérald Darmanin ne prononce pas ses ambitions trop tôt ou n'y arrive pas trop tôt. Donc il a aussi ce rôle politique-là qui est extraordinairement bien pensé. Je pense qu'il aura de la marge de manœuvre là-dedans, ce qui va pouvoir à loisir marquer Darmanin, occuper le terrain, être un contre-feu à Darmanin. Après, sur l'éducation, excusez-moi, il n'y a aucun ministre, mais aucun, qui ait bénéficié de la moindre liberté, tout simplement parce que c'est l'une des passions, et il l'a dit, le domaine réservé de l'Élysée, et c'est comme ça. Est-ce que c'est aussi penser à ce que ça a provoqué chez les journalistes, dont je fais partie, non mais c'est vrai, et en fonction des chaînes qui sont diffusées et des radios, parler de l'abaya tout de suite, on sait que ça va être repris. Est-ce que donc tout cela, c'est une volonté particulière, politique, de la part de Gabriel Attal et du président de la République, ou est-ce que c'est aussi les médias qui ne parlent que de ça et qui ne relèvent que cela? C'est la logique des médias, mais en même temps, on ne peut pas reprocher aux médias de suivre une logique d'audience. Il y a un moment, il faut être un tout petit peu cohérent. Et puis une logique d'annonce aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle la stratégie, c'est les conseillers de Boris Johnson qui avaient appelé ça la théorie du chat mort. Si je vous balance un chat mort sur le plateau, on va parler du chat mort. Bon, l'abaya, c'est ça. Le train qui n'arrive pas à l'heure. Le train qui n'arrive pas à l'heure, le truc qui est tellement énorme que si on le balance, on sait que tout le monde va en parler. L'abaya, c'est ça. L'abaya, c'est un fantasme. Ça véhicule beaucoup de choses. Et encore une fois, l'opposition a fait le jeu de l'exécutif. Gabriel Attal n'aurait pas réussi à faire ça si, en face, on n'avait pas eu la France insoumise qui s'était mise à défendre l'abaya au lieu d'évacuer cette polémique en 24 heures. Donc ils ont fait le jeu de l'exécutif. Et c'est aussi dans leur intérêt à eux, parce que les deux doivent exister médiatiquement. La victime de tout ça, c'est le débat sur l'école. Moi, je suis parent d'élèves, peut-être comme vous. J'apprécierais qu'on parle d'autres sujets que de ce truc qui concerne 300 élèves en France. Et c'est la réaction aussi de nos enfants, d'ailleurs, qui nous disent « mais pourquoi on parle que de ça ?» Guylaine David, pour la première fois depuis longtemps, donc on a un ministre, on le disait, vraiment très, très, très politique, qui vient de là. Mais vous disiez, en revanche, qu'il connaît très bien les sujets de l'éducation. En quoi il connaît bien ce sujet-là ? En fait, il a été déjà au cabinet, il a déjà été en tant que secrétaire d'État sous Jean-Michel Blanquer. Il a déjà occupé des fonctions dans le ministère de l'Éducation nationale, donc il connaît certains sujets. Et quand je dis qu'il est, c'est quelqu'un qui étudie vraiment ses dossiers. Il a un cabinet qui est très resserré. C'est-à-dire qu'on avait un ministre, Pap Ndiaye, qui était très entouré et qui avait un cabinet très très large. Pap Ndiaye n'avait pas de marge de manœuvre. Il faisait pas, il n'était pas du tout politique. On a vraiment deux personnages complètement différents. Mais on a, avec Gabriel Attal, quelqu'un qui gère et qui est vraiment là avec
c'est une garde rapprochée. Je ne sais plus quel journal, enfin je pense que c'est Le Monde qui avait fait un article sur effectivement sa garde rapprochée. Hein, il les appelle ses Power Rangers. Enfin, on est dans quelque chose, enfin, avec des gens qui le côtoient depuis des années, et qui le connaissent très très bien. Donc c'est vraiment une personnalité aussi très particulière. Et puis je pense que c'est quelqu'un, on ne peut pas lui reprocher ça. Il travaille, c'est-à-dire qu'il travaille ses dossiers quand on lui présente un dossier ou un autre. Donc il est à la maîtrise des choses. C'est aussi ça qui va faire la différence avec Pape Ndiaye. Je pense qu'il sera beaucoup plus en relation directe, duel avec les organisations syndicales que n'était Pape Ndiaye ou Jean-Michel Blanquer qui ne supportaient pas les organisations syndicales. D'accord, donc pour vous ça marque une vraie rupture et c'est presque un peu rassurant, si je puis dire, à la FSU SNUIPP. Alors, je ne sais pas si c'est rassurant. Je ne sais pas si c'est rassurant parce que même si il est à la maîtrise des dossiers, je veux dire, quand il maîtrise des dossiers, je veux dire qu'il se renseigne, qu'il essaye d'avoir un certain nombre de choses. Nous, ce qui nous effraie un peu, c'est que dans ces cabinets et dans le gouvernement en général, mais particulièrement sur l'éducation nationale, on a quand même des personnages qui sont hors sol. Ils sont hors de la réalité des classes. Je prends comme exemple ce qui a été dit beaucoup, et on a reçu une communication, nous, hier, dans nos écoles, à transmettre aux parents. Je ne sais pas si vous êtes parents, si vous aurez cette communication, mais en gros, un flyer pour dérouler la politique du ministre. En fait, le ministre s'adresse aux parents et dit ce qu'il a fait. Dedans, il décrit, par exemple, l'augmentation de salaire des enseignants. C'est assez particulier. Quelle entreprise ou quelle administration affiche à ses usagers l'augmentation de salaire, mais il les décline un certain nombre de contre-vérités. Enfin, quand il affirme les enseignants, maintenant, les élèves feront 2 heures de lecture en plus en CP. On fait déjà 2h30 de lecture, 2h30 à 3 heures de lecture par jour en CP. Oui, les enseignants apprennent à lire aux élèves en CP. Quand il dit ils feront aussi de l'orthographe, de la grammaire, des exercices de calcul, c'est pas des nouveautés de la rentrée. C'est affiché sur le flyer comme des nouveautés de la rentrée. Ce n'est pas une nouveauté de la rentrée. Mais il s'approprie les choses. Feuille de route, en fait. Comment ? Il affiche une feuille de route, il n'affiche pas de nouvelles mesures. Tout à fait, il affiche une feuille de route, c'est déjà ce qu'on a entendu sous Jean-Michel Blanquer. Et précisément, on parlait tout à l'heure d'inclusion, de la réalité du terrain. Eh bien ça, ce sont des choses dont on ne parle jamais. C'est-à-dire que tout ce qui va concerner les moyens réels pour faire la classe, pour bien justement améliorer les conditions d'apprentissage des élèves, on n'a pas de discussion là-dessus et on voit bien que ce ne sera pas la politique qui sera conduite. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les mesures qui sont annoncées sont des mesures qui sont là pour afficher une feuille de route et un projet qui n'est pas très construit en matière de politique éducative. Vous partagez l'avis de Guylaine David, Philippe Moreau-Chevrolet ? Oui, c'est pas, pour l'instant, il n'y a pas de feuille de route, tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'improvisation. Il faut comprendre que l'Élysée a pris la main sur l'éducation, est venu avec un certain nombre d'idées, qui sont des idées que Brigitte Macron développe depuis le premier quinquennat, qui sont des idées assez conservatrices, assez marquées à droite. Il ne faut pas oublier qu'elle est une ancienne professeure. Voilà, elle est plutôt en faveur d'une éducation plutôt privée, avec des valeurs assez strictes. Ça va être la thématique de l'uniforme, mais tout ça ne constitue pas un projet éducatif. Mais il est extrêmement difficile de faire émerger un projet éducatif. Tout simplement parce qu'il y a très peu, c'est un ministère qui est extrêmement cloisonné, avec moi je l'ai expérimenté en tant qu'éditeur de livres jeunesse et de livres d'éducation. C'est extrêmement difficile. Il y a des théories pédagogiques qui s'affrontent, il y a des vrais débats idéologiques. D'une richesse. Mais tant mieux, non ? Insoupçonnée, oui, mais c'est difficile du coup de parachuter depuis le haut. Bien sûr. Une politique éducative, il faudrait arriver, personne n'y arrive, et c'est très compliqué, il faudrait arriver à avoir un vrai débat sur l'éducation en France qui ne se limite pas à l'abaya et au port de l'uniforme, qui sont d'une sécheresse et d'une pauvreté intellectuelle accablante, si on veut. Mais c'est comme ça qu'est structuré le débat pour l'instant. S'ils arrivaient à en sortir, et si Gabriel Attal, qui est quelqu'un d'intelligent et qui effectivement a pris le temps avec Blanquer, en étant l'un des secrétaires d'État de Blanquer, d'étudier le ministère, s'il arrive à prendre une vraie envergure, parce que c'est le deuxième quinquennat, le président s'en va, il y a moins de pression, et s'il arrive à articuler un projet, sachant qu'il vient de la gauche,
articuler un vrai projet éducatif, je pense que tout le monde sera très content. Ah bah évidemment, tout le monde sera très content parce que ça pose quand même problème, sacrément problème. Effectivement, en France, il n'y a pas que l'éducation, il y a l'hôpital, enfin, il y a bref, pas mal de secteurs, mais enfin, en l'occurrence, il y a un problème à l'école, très clairement. Je reviens sur ce que vous disiez, Guylaine David, en faisant allusion au Monde, à l'article publié dans Le Monde le mois dernier. On apprend que Gabriel Attal aurait refusé le ministère de la Santé pour finalement se laisser convaincre par l'éducation. C'est bien ça l'information, non? Oui, c'est ça. Alors, ouais. il y a eu probablement une négociation. Aucun des deux ministères n'est un cadeau. Le ministère de l'Éducation, c'est pas un cadeau parce que l'Élysée décide de tout, mais au moins il est avec le président et il est dans un combat commun avec le président, donc c'est valorisant. Et le ministère de la Santé, c'est véritablement très très dur. La santé est dans un état très difficile. Il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer. Il n'y a pas d'abaya. Je veux dire, il n'y a pas de truc magique que vous pouvez sortir du chapeau. Vous êtes forcé de parler de la réalité et il y a le Covid. Vous pensez que c'est trop dur. Pourtant, Bruno Le Maire lui aurait même donné effectivement ce conseil. Si un jour on te propose l'éducation, il ne faut surtout pas prendre. Et ma question, du coup, c'est pourquoi justement cette réputation à la fois de terrain si glissant qu'est le ministère de l'Éducation? D'habitude, il n'y a pas l'Élysée derrière pour, comment dire, il n'y a pas l'Élysée comme paratonnerre. Donc un ministre tout seul, gérer le ministère de l'Éducation où il y a énormément de tensions, c'est très difficile. Et on a l'exemple de Benoît Hamon qui a tenu par exemple 1 an alors qu'il venait de la gauche, alors qu'il avait toutes les cartes en main. Donc c'est un ministère qui n'est pas évident du tout. Mais s'il l'a accepté, c'est parce qu'il est avec l'Élysée, avec le président. Il est aussi dans une mission politique contre Gérald Darmanin. Il n'est pas là que pour parler d'éducation. Il est aussi là pour faire une carrière. Il a pensé que c'était le bon endroit au bon moment. Je pense qu'il n'a pas tort. Guylaine David, votre avis sur la question terrain glissant à ce point, le ministère de l'Éducation? Oui, parce que c'est un ministère qui cristallise beaucoup de choses. C'est-à-dire que, d'abord, c'est un gros ministère, hein, c'est le premier employeur de l'État, c'est-à-dire qu'on a quand même des personnels en nombre très, très important. Et puis c'est un ministère qui demande énormément de moyens. Et si on ne les a pas et si on ne va pas les défendre à Bercy pour avoir des rallonges budgétaires, on fait pas ce qu'il faut. En tout cas, on ne va pas améliorer les choses sur le terrain. On sait que la dépense intérieure de l'éducation, par exemple, n'est pas en augmentation ces dernières années. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie politique éducative en France. Et je partage l'idée qu'il faut effectivement avoir du débat. On ne laisse pas assez de place à la recherche en éducation et à toute la recherche en éducation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas les moyens aussi de faire fonctionner cette recherche. Et ça fait aussi... Enfin, nous, on attend que ce débat se mette en place. Il faut que la société change et que l'école change. On en a besoin pour nos élèves. Pour vous parlez de budget, Guylaine David, pardon, je précipite, mais parce qu'on n'a plus qu'une grosse minute. Sa proximité avec Bruno Le Maire peut peut-être lui permettre justement de débloquer des budgets pour son ministère ou pas? Alors, je ne suis pas persuadée parce qu'il y a toujours au-dessus Emmanuel Macron et je suis pas sûre qu'il ira défendre ce budget en tout cas auprès de Bruno Le Maire. Et je pense effectivement que c'est pour lui. Il parlait du président, mais enfin c'est sur le budget, il pourra pas faire autrement. Alors oui, mais j'ai doute. Enfin, on verra justement. Ça va bientôt se discuter ce budget. D'ailleurs, nous on va rentrer en discussion avec lui là-dessus. Ça serait un événement majeur si effectivement, d'abord, il utilisait la baisse démographique en France pour vraiment redonner du souffle à l'éducation. Ce serait vraiment une bonne nouvelle. Mais c'est aussi effectivement ce qu'on va défendre. Là, au vu de la discussion sur l'uniforme, où d'ailleurs on ne sait pas qui va financer, je ne suis pas sûre que ce soit le vrai, en tout cas le vrai sujet. C'est des qui sont volontaires pour l'instant. Oui. Sur l'uniforme. Oui, c'est sûr. Oui. Juste une dernière réaction, justement, Philippe Moreau-Chevrolet, sur l'histoire du budget. Je vous voyais hocher de la tête. Vous pensez-vous, au contraire, que Bruno Le Maire et Gabriel Attal, qui sont assez proches, pourraient ensemble débloquer un certain budget pour l'éducation? Il pourrait le faire parce que c'est la priorité de l'Élysée. Si l'Élysée décide qu'il y a du budget, il y aura du budget. C'est une priorité en communication ou c'est une priorité réelle? Alors ça, c'est toute la question avec Emmanuel Macron depuis 2017. Si vous savez répondre à ça, vous êtes forte. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne réponds pas, je pose des questions. Merci à vous deux, en tout cas, d'avoir été avec nous sur le Grand JT. Guylaine David, je le rappelle, vous êtes co-secrétaire générale et porte-parole de la FSU SNUI PP. Et Philippe Moreau-Chevrolet, professeur de communication politique à Sciences Po et également conseiller
consultant communication et auteur. Merci mille fois d'avoir été avec nous sur cette émission. On marque une courte pause, on se retrouve. Je vous donne rendez-vous tous les jours dans le MAG sur School TV pour aborder ensemble une thématique forte de l'éducation. Lundi, place aux initiatives locales, aux grands chantiers du gouvernement, c'est dans Action Éducation. Mardi, on s'intéresse aux nouvelles valeurs enseignées à vos enfants, c'est dans École Ensemble. Et puis le mercredi, focus sur l'extrascolaire, art, sport, musique. On découvre tout ça dans Extra School. On en vient au jeudi, on se projette sur l'avenir de vos enfants. C'est Mission Orientation avec chaque semaine des conseils précieux, avec notamment l'aide d'une coach spécialisée dans le domaine. Et puis vendredi, on prend sa valise, direction l'école du monde, on part à la découverte des pédagogies à l'étranger. Avec moi, tous les jours en plateau, des parents, des profs, des élus, des élèves, le MAG vous donne la parole. Je vous donne rendez-vous tous les jours pour la quotidienne de School TV. Chaque matin, je reçois un invité pour parler d'éducation sans langue de bois. Et puis vous retrouvez aussi une formidable équipe de chroniqueuses qui vous parle nutrition, littérature jeunesse, pédagogie, tous les jours dans la quotidienne. On vous donne ainsi des clés de compréhension et des pistes d'action. De retour dans le grand JT de l'éducation, si je vous dis addition, multiplication, division et bien sûr addition, vous pensez forcément aux maths, et oui, et ça doit donner des sueurs froides à certains, ça m'en a donné aussi. Pas de panique si les maths ont toujours été un calvaire pour vous après avoir quitté l'école depuis longtemps. Un livre existe pour vous aider au quotidien, c'est celui-ci. Les maths, même pas mal, les petites fiches parues chez Marabout. J'accueille Ongmi Nguyen pour en parler sur ce plateau. Voilà, bonjour Ongmi Nguyen, ravi de vous accueillir. Vous êtes ingénieur dans la finance durable et également professeur. Vous créez aussi du contenu sur Instagram et YouTube. On peut vous retrouver sous le pseudonyme de campus_XYZ. Vous avez sorti les maths, donc même pas mal. Voilà, on le voit, hein, Ongmi avec l'arrobase, voilà, qu'on retrouve ici, paru aux petites fiches Marabout il y a quelques semaines. Alors on sait, c'est un secret pour personne, hein, le niveau des maths pour les élèves français en maths est pas terrible, voire même pas bon, clairement pas bon, en dessous de la moyenne internationale. Alors d'où vient le problème selon vous ? Je pense qu'il y a un problème dans la manière dont les maths sont enseignées à l'école tout d'abord, et puis il y a de manière générale une approche, une petite musique de fond dans la société française qui dit que les maths, ça ne sert à rien. Et je pense qu'il n'y a rien de plus faux que de dire ça. On voit la façon dont les enfants appréhendent les maths, parce que ça commence toujours par les formules. Et les maths, ce n'est pas que les formules qui font peur, c'est d'abord des outils qui permettent de vivre son quotidien de façon plus pratique. Et c'est pour ça que dans le livre, on a une approche extrêmement visuelle, pratique, efficace, pour, par exemple, apprendre à gérer son argent grâce aux maths, faire du bricolage grâce à la géométrie ou même faire des jeux avec l'arithmétique. En fait, c'est de comprendre à quel point les maths sont utiles au quotidien. C'est ça que vous dites. Exactement. On a des outils mathématiques très développés, évidemment, pour l'ingénierie et pour les technologies, mais on a, à côté de ça, les outils qu'on apprend au collège, à l'école primaire, qui nous sont utiles dans le quotidien. Et c'est ça que je veux montrer aux personnes qui sont, par exemple, fâchées contre les maths, pour montrer que, en utilisant et en bien utilisant les outils, ça facilite le quotidien. Alors, c'est intéressant parce que vous dites plusieurs choses. La première, c'est l'image qu'on a des maths qui ne servent à rien. Bon, moi, j'avoue que c'est la première fois que je l'entends. Je ne l'ai jamais vraiment entendu. En revanche, c'est hyper difficile. On ne comprend pas. Dès le démarrage, je n'ai pas compris. Donc après, j'étais complètement perdue. Oui. Alors, peut-être, est-ce que ça vient de la façon dont les maths sont enseignées ? Pardon pour les profs de maths qui sont tous, j'imagine, très motivés. Mais est-ce que c'est peut-être ça qu'il faut revoir ? Je pense qu'il y a effectivement un sujet sur la façon dont les maths sont enseignées. Et ce n'est pas toujours la faute des enseignants. Il y a beaucoup dans le programme scolaire et dans la façon dont le programme est décliné qui exige un certain suivi, un certain formalisme. J'observe que la plus grande appréhension des élèves, c'est le formalisme mathématique. En gros, quand on passe des chiffres aux lettres X, Y, A, B, C. Et la manière dont c'est enseigné en France,
on commence toujours par les formules, on commence par la théorie. Et je crois qu'il y a dans d'autres systèmes, en Asie ou aux États-Unis, où l'approche est d'abord pratique, visuelle et ensuite théorique. Un exemple concret par rapport à ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien comprendre la différence. Je vous donne un exemple avec les équations. En France, les équations, on vous explique tout de suite avec une égalité des x, des y et des chiffres. Par exemple, en Asie, on va démarrer les équations avec des images. Une équation, c'est une balance. Vous avez 2 poids inconnus d'un côté et un poids de 5 kg à droite. Quel est le poids inconnu? Et c'est comme ça qu'on commence à résoudre les équations, d'abord avec une balance. Et ensuite, on passe au formalisme avec des x et des y. Donc ça veut dire qu'il faut faire travailler davantage la mémoire visuelle, en fait, faire travailler effectivement le fait de pouvoir voir, conceptualiser les maths? Exactement, c'est passer par le matériel, puisque notre cerveau est très sensible à l'image et à comment on emmagasine les nouvelles connaissances, plutôt que de le forcer directement sur le formalisme et l'abstraction. L'abstraction, pour moi, est essentielle, mais c'est l'étape d'après. Et pourquoi elle est essentielle, l'abstraction? Elle est essentielle parce que l'essence des maths, c'est quand même de pouvoir être un outil suffisamment universel et puissant pour modéliser le monde. Un X, ça peut représenter le kilo de pommes de terre, ça peut représenter une vitesse, ça peut représenter n'importe quoi. Donc finalement, l'abstraction permet aux maths d'être très puissants, mais pour aller vers l'abstraction, il faut, pour nous, cerveau humain, commencer par le matériel. Alors, dans les maths, même pas mal, pareil aux éditions, les petites fiches Marabout, donc il y a plein d'astuces. Comment vous faites pour trouver toutes ces astuces, justement? En réalité, ces astuces, on les apprend à l'école, et c'est vrai que ce sont des petites choses que j'échange avec mes élèves. Et au fur et à mesure, donc je publie du contenu sur les réseaux sociaux, et à la fin, je me retrouve avec pas mal de petites fiches, pas mal de petites astuces, et j'ai décidé de les collectionner, et finalement, ça en fait un chapitre d'astuces de calcul mental. Ok, alors multiplier, diviser par 4, vous allez le voir à l'écran, on remarque que donc 4 égale 2 fois 2, jusqu'ici je pense que tout le monde suit, multiplier par 4, et là vous expliquez qu'en fait si multiplié par 2, 2 fois de suite. Et donc c'est assez malin, parce qu'on constate effectivement 12 fois 4 égale à 12 fois 2 fois 2, donc 24 fois 2. Et c'est comme ça qu'on arrive rapidement à calculer le fameux calcul mental, calcul de tête. Exactement. En fait, toutes les astuces reposent sur le fait qu'on découpe un problème complexe vers des petits problèmes beaucoup plus simples à résoudre. D'accord. Alors, oui, alors allez-y, je vous en prie. Je vous donne un autre exemple qui est assez frappant. Par exemple, si je vous dis calculer 12% de 50. Calculer 12% de 50, ça a l'air très compliqué. Mais si je vous dis que c'est la même chose que 50% de 12, il suffit d'inverser les deux. Et 50% de 12, c'est juste la moitié de 12, et c'est 6. Et c'est beaucoup plus simple. Ah oui, effectivement, ça me permettra de pouvoir mieux négocier mes contrats, vous avez raison. Je vais vous appeler plus souvent, Amélie Nguyen. Pardon, Ong, pourquoi je dis Émilie, c'est une copine. Pardon, ça me permettra plus souvent de négocier nos contrats. Merci beaucoup, Ong Mi Nguyen. C'est passionnant de pouvoir comprendre mieux les maths avec vous, les maths même pas mal, les petites fiches Marabout, parues chez Marabout. Je vais potasser très sérieusement votre bouquin pour essayer de mieux comprendre les maths. C'était peut-être pas la matière que je préférais, mais en tout cas, c'est évidemment une matière passionnante et grâce à vous, on peut tout comprendre. Merci mille fois. On vous suit sur les réseaux sociaux. Vous redonnez toutes les infos pour les réseaux sociaux? Oui, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, campus_XYZ, sur TikTok et sur YouTube également. Merci à vous, Ong Mi Nguyen. Merci mille fois d'avoir été avec nous dans le Grand JT. Tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Guillaume Ouattara. Guillaume, pour votre chronique, vous allez nous parler des différentes traditions pour la rentrée scolaire dans le monde. Eh oui, ça y est, les cartables sont de sortie. J'ai fait ma trousse ce matin et donc, je me suis demandé, en préparant mon cahier, mes intercalaires, parce que moi je suis très scolaire, j'ai encore des cahiers, des interscalaires, je me suis dit, mais tiens... Des interscalaires ou... Oui, des interstellaires des interscolaires aussi. Des interscolaires. Et je me suis dit, mais tiens, comment ça se passe un petit peu en France, en Russie, aux États-Unis, bref, dans les pays du monde, comment ça se passe les vacances et comment ça se passe un petit peu cette rentrée
rentrée? Eh bien, pour commencer, sachez que dans l'hémisphère nord, on reprend l'école comme ce qui est en train de se passer, traditionnellement fin août ou début septembre. Ça se passe en Russie, aux États-Unis. Alors qu'il y a d'autres pays du côté de l'hémisphère sud, comme le Brésil, le Pérou, l'Afrique du Sud ou l'Australie, où les rentrées sont plutôt en février ou en mars. Et oui, c'est vrai. Alors, en fonction des pays, la date de la rentrée varie, mais il y a aussi des variations sur la durée des vacances, surtout. Et oui, c'est là où ça devient intéressant. Je sais pas vous, Virginie, mais moi j'ai trouvé que ces vacances étaient beaucoup trop courtes, même si c'est un plaisir de revenir ici. Je ne prononcerai pas. Je sens le piège. Sachez que les petits Russes sont les plus chanceux puisqu'ils ont droit à 14 semaines de vacances. Ça fait rêver. Entre mi-mai et début septembre, 14 semaines de coupure, de respiration. On retrouve ensuite l'Italie, le Portugal, la Grèce ou encore la Turquie qui ont entre 12 et 13 semaines de grandes vacances. Je me fais beaucoup de mal avec cette chronique, entre juin et septembre. Mais en contrepartie, souvent, les élèves de ces pays n'ont pas de vacances en novembre et en février. Faut choisir. C'est soit beaucoup de vacances l'été, soit beaucoup dans l'année. Oui, donc c'est un équilibre à trouver. Et la France dans tout ça? Eh bien, la France, vous le savez, on profite en moyenne de 8 à 9 semaines de vacances l'été quand on est écolier. Emmanuel Macron le disait, je l'ai rappelé dans l'actu tout à l'heure, qu'il va peut-être réfléchir à condenser, à réduire un petit peu ses vacances. D'autres pays sont moins chanceux, comme le Royaume-Uni, l'Australie, les Pays-Bas ou l'Allemagne, qui accordent seulement 5 à 6 semaines de congés. Il y a l'autre extrême aussi, le Japon, oui, au Japon, c'est un triste record. Enfin, je ne sais pas si c'est triste, mais en tout cas, c'est la plus longue année scolaire au monde et c'est les vacances les plus courtes. Seulement 10 semaines de pause réparties dans l'année, avec 5 semaines en août, 2 semaines en décembre et 3 semaines en mars avant la rentrée. Donc, ils n'ont pas beaucoup de vacances, nos amis. Oui, ils ont la réputation, effectivement, d'être vraiment très travailleurs. Bien plus que les Français, c'est vrai. Mais revenons à la rentrée en elle-même. Comment cela se passe-t-elle dans le monde? Eh bien, on va prendre l'avion, plutôt le train, puisque c'est mieux pour l'écologie. On va se balader un petit peu partout. Commençons en Allemagne, où les petits Allemands, lorsqu'ils arrivent pour la première fois à l'école, ils reçoivent, c'est marrant, alors je ne sais pas si vous parlez allemand, Virginie, non. Un petit Schultüte. C'est une pochette surprise en forme de cône, dans laquelle ils ont pas mal de surprises, des bonbons, des fournitures scolaires, ça c'est un vrai sujet, et puis d'autres petites surprises. Et puis ils ont une petite tradition pour rendre cette journée spéciale, on profite ensemble. En Arabie Saoudite, on part loin là, la rentrée des classes dure 3 jours et c'est un programme plutôt festif où les enfants peuvent se rencontrer, les enseignants offrent des fleurs, de la nourriture et les cours ne commencent qu'à la fin de ces 3 journées d'intégration. Ce que je trouve plutôt sympa. Ce qui est plutôt sympa. En Chine, la rentrée a toujours lieu le 1er septembre, même si c'est un week-end. La cérémonie est très solennelle avec le lever du drapeau, l'hymne national, des discours, des saluts aux professeurs. Il y a même des séances de gymnastique en musique pour des élèves qui sont parfaitement synchronisés. Ça file droit à la rentrée en Chine. Oui, alors la Chine, grand pays évidemment. Qu'est-ce qui se passe en Inde aussi? Alors en Inde, en général, la rentrée elle a lieu en juillet pendant la mousson. Et donc certains élèves reçoivent un parapluie en cadeau. Ils prêtent ensuite serment, sont accueillis par leur professeur qui prononce un discours. Et puis ils rendent hommage à Sarasvati, la déesse de la connaissance. D'accord, une rentrée empreinte de spiritualité. J'ai fait 2 voyages, j'ai adoré moi l'Inde. Alors bref, je ne sais pas pourquoi je vous parle de moi. Le Japon. Au Japon, la rentrée des classes est marquée par une cérémonie, elle, plus solennelle. Les élèves ont un uniforme strict, ça donnera peut-être des idées à la France, et ils exécutent des mouvements de gymnastique synchronisés. C'est une tradition bien huilée. Et la Russie? Eh bien, en Russie, la rentrée a lieu également le 1er septembre, le jour de la connaissance, et elle a une grande importance. Les enfants portent des costumes traditionnels et la journée commence par une cérémonie où ils chantent l'hymne national et promettent d'avoir des bonnes notes. Une rentrée donc plutôt solennelle. Merci beaucoup Guillaume. Tout de suite, on retrouve Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et son invité de la semaine. C'était quel genre d'élève à l'école primaire? Moi, j'avais une petite tête d'ange et donc du coup... Quand je faisais des bêtises, parce que ça m'arrivait d'avoir des copains qui faisaient des bêtises et je suis toujours... C'est pas moi, c'est les copains. Je suis toujours le premier et je les regardais, je dis mais j'ai rien fait moi. Franchement, j'ai rien fait et non. Et ils restaient tes amis les autres? Hein? Quand tu te désolidarisais, ils restaient tes potes les autres? Ouais, parce que souvent ça nous sauvait pas mal et du coup le fait que moi je dise ça en premier, elle disait bon allez-y c'est bon et elle oubliait mais non j'étais quelqu'un j'ai toujours j'ai toujours travaillé parce que j'ai ce sens du travail aussi. Et même quand des fois j'avais des difficultés en cours, je m'arrêtais pas, j'essayais de trouver la solution. Mais j'ai eu la chance de faire beaucoup de sport et de commencer la danse à 9 ans. Et dans les années lycée,
d'avoir un lycée qui mettait en avant les pratiques sportives énormément. Donc j'ai fait 3 ans de cirque avec mon lycée. Ah oui. Exactement. Et ils avaient nombre d'autres options. Donc je faisais du cirque et de la danse avec mon lycée. Donc du coup, ça m'a beaucoup aidé dans... Ça t'a canalisé en fait. Ouais, exactement. Je suis un peu un hyperactif, donc ça me canalisait beaucoup et ça me permet d'être assez tranquille en cours. En fait, ça te canalisait. Ouais, exactement. En fait, j'ai eu la chance dans mon lycée d'avoir un lycée qui mettait beaucoup les pratiques physiques et donc le sport en avant. Et donc, du coup, j'ai eu la chance de faire 3 ans de cirque avec mon lycée, ce qui m'a aidé pour le bac, ce qui m'a aidé pour beaucoup de choses et ce qui me canalisait dans les cours à suivre. Donc, je faisais de la danse et du cirque en plus de mes cours au lycée. Et tu avais des amis avec toi qui faisaient Ouais, alors en fait, on avait C'est pas banal, quoi. Non, bien sûr. C'est un des seuls lycées en France. Je crois qu'il y a 2 lycées en France à faire ça. C'est la première fois que j'entends ça, moi. Et j'étais ravi, puisqu'en fait, ça correspondait typiquement à qui je suis, quelqu'un qui aime découvrir des choses. Et en faisant du cirque, j'ai découvert plein de trucs, plein de disciplines différentes, le jonglage, le clown et autres. Et non, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Tu as gardé des contacts avec tes amis de l'époque ? Oui. Alors, il y en a qui ont pris des branches totalement différentes, mais il y en a qui sont devenus maintenant, qui sont dans la cybersécurité, ce genre de choses, oui. Et qui sont toujours très sportifs. Mais ouais, c'était vraiment une super classe. On avait des classes spécialisées, on avait une classe spécialisée. Donc, en fait, tout au long des années lycée, on s'est suivis. Après, au bac, à l'époque, c'était ça, puisque maintenant, le bac, il a changé. Mais on avait des branches ES, L, S. Et on se retrouvait en fonction de qui avait choisi quoi. Tous les gens du cirque se retrouvaient dans les mêmes classes, donc on s'est suivis. Ceux qui ont fait du cirque, ils ont suivi aussi des branches artistiques aujourd'hui ? Oui, il y en a quelques-uns qui bossent au Cirque du Soleil. Énorme. Et ouais, donc c'est vraiment... ouais, c'est vraiment... ils sont restés dans le cirque. Ouais, il y en a eu quelques-uns. Une révélation. Ouais, exactement. Il y en a qui ont fait leur métier. Il y en a qui sont maintenant aussi sur Paris, qui font du théâtre, mais qui continuent le cirque. Enfin, voilà, on savait qu'on était tous... menés en tout cas à vouloir être dans la branche artistique, donc ouais, ça a créé de belles révélations. Si je te demande un souvenir d'écolier précis, le premier qui te revient à te remémorer? Une anecdote ou un souvenir? Ouais. Une anecdote Ça peut être triste, drôle ou un moment clé. Un jour, ok, je vais raconter ça. Un jour, on arrivait à la période du bac. Et cours de philo, on avait une prof qui nous expliquait les choses, mais qui voulait jamais noter au tableau, et donc du coup on ne pouvait pas prendre de notes. Ok. Donc déjà c'était un peu embêtant, et les gens ne suivaient pas trop. Et vous n'aviez pas de notes. Oui, exactement. Donc les gens ont décroché, c'est-à-dire qu'elle parlait, mais les gens des fois décrochaient beaucoup et n'écoutaient pas. Et un jour moi j'ai pris, bon c'est pas à refaire, c'est pas bien, mais comme on approchait à la période du bac, j'ai pris mon sac. Et je suis parti. Elle me dit, vous faites quoi? Je dis, je vais travailler en permanence, puisque du coup, vous notez pas, moi je peux pas noter, donc je vais... Et donc du coup... Tout le monde est parti? Ouais, en fait, tout le monde m'a suivi. Mais du coup, en fait, on s'est retrouvés, cette histoire se termine bien, on s'est retrouvés avec la CPE à discuter en lui expliquant le problème. Et du coup, je pense que c'était 1 mois avant le bac, ou même 3 semaines, elle a fait des diapos, on a pu noter et on a pu... En fait, tu as sauvé toute une classe, quoi. Ouais, peut-être, on peut dire ça. Mais il fallait avoir du cran pour le faire. Et tu as eu une bonne note après en philo au bac? Oui. Je sais plus combien j'ai eu. J'ai eu mon bac, je vais pas mentir, mais j'ai eu mon bac ras des pâquerettes. Je l'ai eu. Et ma mère et je remercie mes parents pour ça, ils m'ont toujours dit, on ne demande pas la lune, on ne demande pas à ce que tu aies un très bien au bac, juste que tu l'aies. Et je pense que cette vision aussi de mes parents, de ne pas me mettre trop de pression, mais juste au moins de leur dire, ok, j'ai eu mon bac. Parce que moi, je voulais faire des écoles de danse, etc. Mais je remercie mes parents pour m'avoir poussé à avoir mon bac, parce que c'est aussi important d'avoir son bac. Donc voilà. Tu avais une matière préférée? Oui, le cirque, le sport. Et après, non, ouais, si, vraiment le sport. Moi, j'étais vraiment un très grand sportif. Donc le cirque, ça comptait aussi pour le bac. Donc c'était une option. Donc ouais, c'était vraiment ma matière favorite. Et après, ouais, non, si, ouais, c'est ça. Et si, j'aimais bien les SVT. Les SVT et la physique-chimie. Est-ce qu'à l'inverse, il y avait une matière que tu détestais, la matière cauchemar? Ma matière cauchemar, je dirais la philo. Et comme j'étais en ES, pourtant l'économique et sociale, c'était horrible. C'est vrai? Ouais. Mais j'ai fait bac. C'est un gros coefficient, quoi, donc c'est un peu dommage. Ça veut dire que tu as dû être obligé de carburer sur les autres. Il y a des trucs que je comprenais pas, mais ce bac-là, c'était vraiment un bac où il fallait être bon partout, parce que les coefs étaient vraiment... Donc je pouvais me permettre d'être bon dans d'autres matières et d'être un peu moins bon en économique et social. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Stanislas Soufois-Rittner pour la suite de Souvenirs d'écolier. À demain. Merci Malika et Stanislas. On vous retrouve demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap.
de la dernière rentrée scolaire en 2022, des messages haineux et violents ont pullulé sur les réseaux sociaux et dans les collèges. Des messages qui ont particulièrement touché les nouveaux arrivants en classe de 6e par des camarades plus âgés. C'est un hashtag anti-2010, aussi fou que ça puisse paraître, qui aurait été visionné plus de 40 millions de fois sur TikTok, X, anciennement Twitter, et puis d'autres plateformes. Une vague de haine sans ampleur, sans précédent. Et c'est justement dans ce cadre, Axel Desain, que vous relancez cette année la 2e émission d'une opération de sensibilisation qui s'appelle hashtag Bienvenue les 6e. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Mais effectivement, il y a 2 ans, il y a eu ce phénomène anti-2010 qui a pullulé sur les réseaux et qui a été finalement révélateur de plusieurs choses. D'abord que, en 6e, alors qu'on n'a que 10, 11 ans, parfois que 10 ans, les jeunes sont déjà massivement sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est déjà une réalité dont il était important de prendre conscience parce qu'ils ne devraient pas y être. On va rappeler que les réseaux sont interdits avant 13 ans et qu'avec la nouvelle loi sur la majorité numérique, il faudra même l'autorisation parentale jusqu'à 15 ans. Et que, effectivement, quand on entre en 6e, on est le nouveau, le petit bleu, le bisu. On a eu tous ces petits surnoms. Mais qu'avec les équipements d'aujourd'hui, si on n'est pas vigilant, ce type de petit bisutage peut rapidement se transformer en cyberviolence et cyberharcèlement. Madame Martin, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les prérogatives, quelles sont les missions de la région en termes d'éducation ? Alors, en termes d'éducation, la région, on a parlé donc des établissements scolaires. Donc, nous sommes concernés par les lycées, nous sommes concernés par l'entretien du bâtiment. En bon père de famille, nous devons faire en sorte que le bâtiment soit en bon état. Des travaux, de la rénovation, évidemment. Nous avons également, depuis quelques années maintenant, la compétence sur l'orientation, sur l'information à l'orientation des jeunes. Nous avons la lourde tâche de pouvoir faire en sorte que les jeunes soient le mieux informés possible dès le collège, ce qui est nouveau pour nous, puisqu'auparavant, nous ne rentrions que dans les lycées. Dorénavant, nous rentrons dans les collèges, 4e, 3e. On se pose même aujourd'hui la question d'informer les jeunes à la 5e. Oui, c'est une bonne chose parce que nous sommes, au cœur, en fait, entre le jeune qui se pose des questions au collège et ensuite, quand il suit sa scolarité en études supérieures, finalement, c'est le lycée qui est à l'intermédiaire. Et pendant votre scolarité au lycée, vous devez prendre des options qui vous permettent de vous projeter. Donc, il faut bien les décider avant. Nous avons la chance d'avoir développé un système d'information à l'orientation au travers d'ambassadeurs des métiers, donc des vraies personnes qui parlent de leur métier. Et je pense que c'est une bonne chose pour parler le mieux possible aux jeunes, en tout cas faire en sorte qu'ils puissent découvrir tous les métiers possibles. Quelles sont les missions les plus importantes ? L'interdiction de l'abaya ou l'officialisation de l'interdiction de l'abaya selon les... selon ceux qui disent que c'était déjà interdit. Grande bêtise habituelle, mais le propre du politique, c'est, comment dirais-je, quand on pense qu'ils sont au fond du trou, ils peuvent encore creuser. Et c'est une stupidité absurde. Enfin, comment on peut reconnaître une robe ample d'une abaya? Comment on fait? Est-ce que c'est à la tête du client qu'on va dire toi c'est une abaya, toi c'est une robe de soirée? Et puis à un moment donné, il faut arrêter, il faut foutre la paix aux femmes. Faut sérieusement leur foutre la paix. On est tout le temps en train, et c'est le propre de nos religions monothéistes, de tout le temps vouloir enfermer la femme dans son corps. Mais laisse le corps. C'est l'exemple que je donne souvent aux gamins. Tu vas en Afrique, il y a des femmes qui ont les seins nus, qui allaitent leurs femmes, leurs enfants. Si t'es dérangé, c'est ton regard qui est dérangeant. Là, il n'y a aucune sexualité dans le sein. Un homme qui se met torse nu, il n'y a aucune sexualité là-dedans. C'est que de la peau. Donc finalement, le fait de tout le temps vouloir débattre sur ce que doit porter, sur ce qu'on doit... parce que quand on parle de laïcité, ça tourne tout le temps autour de l'habit et du comportement de la femme. Et à un moment donné, il faut sortir de ça. Et de l'islam, beaucoup, parce qu'on est... Malgré la loi qui avait dit que le signe extérieur ostensible, ça pouvait aussi être une grande croix ou une kippa. Bon, problématique qui se pose finalement relativement peu. Puisque, exactement. Et puis, je crois que la laïcité, c'est d'abord protéger les citoyens, que chacun puisse croire ce qu'ils veulent, croire aux extraterrestres si on veut, etc. Mais l'école, c'est le sanctuaire, mais c'est aussi un sanctuaire qui doit protéger nos enfants et faire en sorte que, oui,
c'est pas parce que tu rentres à l'extérieur ta religion, quand tu rentres là, c'est aussi l'endroit idéal pour débattre, pour parler de ces sujets-là et pour rassembler. Une nation, la France, c'est un grand melting pot. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à créer une fiction pour chacun des enfants français, on ne créera pas la nation. Ouais, la nation de demain. Et si on exclut une partie de ces enfants, la nation de demain, ce ne sera pas la France qui doit ressembler à ce qu'elle doit être. En quoi l'anonymat en ligne, dans ce cas-là, peut, ou en tout cas ne fait qu'accentuer justement ce problème de cyberharcèlement ? Alors d'abord, il faut répéter, et on le dit nous très souvent, on n'est jamais anonyme en ligne, donc il faut effectivement casser cette idée reçue. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, il y a un semblant en tout cas d'anonymat. En tout cas, l'écran semble nous protéger. On semble être protégé soi-même de ce qu'on pourrait effectivement, pour quoi on pourrait être accusé, mais ça nous protège aussi du regard de l'autre, de l'émotion de l'autre, donc ça libère. Et puis on parle d'enfants très jeunes finalement quand on rentre au collège ou même tout le collège, et c'est pour ça peut-être que les phénomènes d'ailleurs de cyberharcèlement touchent principalement les 13-15 ans, faut le savoir. C'est un âge où on construit son identité, où on a besoin de se positionner par rapport à un groupe, donc c'est assez binaire, on va être dans... Voilà, on a besoin d'être du côté des populaires, et parfois, pour se sentir populaire, on pense, à tort, que s'en prendre à ceux qui vont paraître plus faibles ou qui vont être différents, c'est une manière d'acquérir une popularité. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut déconstruire. Quand la seule richesse qu'on a, c'est la rue, la cité devient vide comme une mer. On chérit ses tours, ses bruits et ses odeurs. On a grandi au sein de ses entrailles et elle a autorité sur nous. Sans elle, on n'est rien. Notre histoire et notre nom, c'est à elle qu'on les doit. Elle doit être fière de nous comme on est fier d'elle. Et je suis sûr que ces immeubles n'étaient pas censés accueillir des hommes mais des bêtes. De la ferme, les animaux ont cru devenir maîtres, mais ils ont cessé d'être. Oui, je suis sûr que ces immeubles n'étaient pas censés accueillir des hommes, mais des bêtes. De la ferme, les animaux ont cru devenir maîtres, mais ils ont cessé d'être. Elle doit être fière de nous, alors on se doit de la protéger parce que l'enfer c'est les autres. Autrement, on ne vivrait pas ici. Au fond de moi, je crois réellement que si on a donné à cette ville fourmilière des noms de fleurs, d'oiseaux, de poètes et de héros, c'est à la seule fin de cacher la mère vérité. En ces lieux, il n'y a pas de douceur, rien qui garantisse le printemps. Et comment on évalue ces poétiques au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, quand il y a un observatoire? Comment vous faites? Quand vous voyez que beaucoup d'établissements font appel à ce que vous mettez en place, vous dites il doit y avoir un intérêt. C'est pas si mal que ça. Quand finalement vous voyez que peu répondent. Et puis vous devez aussi agir en fonction de ce qui se passe. Je pense notamment à pas une nouveauté, mais le circuit court suite à la crise Covid. Et évidemment, le fait de pouvoir se nourrir en produits locaux que nous mettons aussi en place au travers des restaurations scolaires. Je vous rappelle que la restauration scolaire comme l'internat, ce sont des agents région qui s'en occupent. Et donc, ça fait partie aussi de la compétence de la région de faire cela. Donc, au-delà du bâtiment, il faut aussi faire en sorte que le jeune puisse être nourri tous les midis. Parce que s'il n'est pas nourri le midi, eh bien, souvent, il n'est pas nourri. Ouais. Il est bien nourri parce que ce sont des agents, en tout cas pour la région des Hauts-de-France, qui fabriquent sur place, qui se fournissent par des fournisseurs locaux et qui fabriquent, et ce sont des équipes qui fabriquent dans l'établissement scolaire. Est-ce que c'était dur à mettre en place et peut-être à faire changer les mentalités, cette cantine, ces cantines bio et ces repas aussi qui sont parfois végétariens? Non, parce que c'est l'air du temps, c'est la demande des familles. Il faut juste trouver le juste milieu, pas imposer à tout le monde. Il faut avoir une certaine liberté. Moi, je compte beaucoup aussi sur les idées de nos chefs de cuisine qui trouvent toujours le petit plus qui fait que le jeune va aimer. On a mis en place des salades bars, par exemple, où vous avez le choix de plusieurs ingrédients plutôt que d'imposer un ingrédient aux jeunes. Eh bien, vous avez le choix. Le principe du salade bar, il se sert lui-même, ce qui fait qu'il n'a pas une quantité forcée. Il prend ce qu'il a envie. Vous avez moins de gâchis, moins de déchets, moins de dépenses au ramassage. Et donc, c'est toute une chaîne qui est très importante, qui se réfléchit grâce à nos agents qui sont très impliqués dans leur travail tous les jours. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de cette édition. Merci à vous, Guillaume, pour cette première de la rentrée. C'est bon de vous retrouver. Est-ce que j'ai gagné mon premier bon point de l'année? Parce que je collectionne les images cette année. Vous êtes parfait. L'année dernière aussi, mais vous ne l'avez pas dit. C'est vrai. Là, je collectionne les bons.
Ouais, vous n'avez que des bons points, ici et ailleurs, vous le savez. Merci à vous tous aussi de nous suivre. Vous pouvez écrire à Guillaume, il vous répondra, vous le savez, c'est son petit moment magique. Canal 217 sur les box Orange, canal 247 sur les box Free et évidemment schooltv.com pour nous retrouver. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Ulysse Touré, le son c'est Thibaut Goury-Lafont, le maquillage Laure Audemont et Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.